Salut les fous du ballon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous vous en doutiez bien, avec tout ce qui vient de se passer du côté de Manchester United, on était obligé de faire une vidéo. On va donc aujourd'hui parler de Manchester United. Est-ce que Solskjaer était le vrai problème des Mancuniens ? C'est parti. Comme vous le savez sûrement, Ole Gunnar Solskjaer s'est fait licencier de Manchester United il y a quelques semaines maintenant. Michael Carrick a pris l'intérim pendant 2-3 matchs et c'est Ralf Rangnick qui va venir prendre l'intérim jusqu'à la fin de la saison sur le banc mancunien. On va revenir un petit peu sur Ralf Rangnick après, mais on va d'abord parler un peu plus de notre ami Solskjaer parce que quand même, il est resté un bon petit moment sur le banc de Manchester United et je voudrais vous montrer que Solskjaer a fait du bon travail du côté de Manchester United. Oui, il a ses torts, oui, c'est pas un entraîneur de classe mondiale, mais il a fait un superbe job du côté de Old Trafford ces dernières années et si aujourd'hui Manchester United en est où ils sont, c'est grâce à lui. Et pour vous expliquer tout ça, je vous propose de revenir quelques années en arrière, en 2019 plus précisément, quand Solskjaer a pris la tête de cette équipe. On le sait, à ce moment-là, l'équipe allait très mal, beaucoup de crises et un effectif qui n'avait clairement pas le niveau. Ce n'était de loin pas le grand Manchester United. Il y avait déjà des jeunes intéressants, Rashford, Greenwood qui commençait à montrer le bout de son nez, mais on n'était pas encore sur des joueurs complètement faits. Solskjaer est arrivé en tant qu'intérim, il a réussi à décrocher l'Europe avec une 6e place cette année-là et il a aussi décroché du coup un poste d'entraîneur fixe du côté de Manchester United. Parce qu'en fait, le plan, il était simple avec Solskjaer. Prendre un ancien enfant du club, une gloire de ce club et essayer de recréer réellement quelque chose, un vrai projet du côté de Manchester. Et du coup, pourquoi un enfant du club ? Tout simplement pour que les supporters soient un peu plus patients, car c'est quand même quelqu'un qui a énormément de crédibilité à leurs yeux. Et ça, clairement, pour lancer une vraie transition, que ça soit sportive ou au niveau des hommes sur le terrain, ça peut que être bénéfique d'avoir cette réelle crédibilité de la part de son coach. Et ça, le board mancunien l'avait très bien compris à l'époque et c'est pour ça que Solskjaer a été gardé. Et honnêtement, il n'a pas fait du si mauvais travail. L'an d'après, Manchester United finit 3e. La saison passée, United finit même 2e. Il montre de très belles choses en termes de résultats, mais peut-être pas encore au niveau du jeu. Et c'est là peut-être où le bas blesse dans le projet Solskjaer. C'est qu'il n'y a jamais réellement eu une patte Solskjaer. On n'a jamais senti que c'était un gros technicien, c'était plus un meneur d'hommes. Un peu à la Zidane si vous voulez, mais sans quand même cette aura évidemment et sans cette pointe tactique que Zidane avait qui a permis aux Français de collectionner les Ligues des Champions du côté du Real. Mais donc au final, ce qu'on peut remarquer sur les 2-3 premières années de Solskjaer sur le banc de Manchester, c'est qu'il a vraiment rapporté de la crédibilité dans ce projet. United est redevenu une équipe sexy et une vraie destination de choix pour certains joueurs. Et ça, c'est clairement à mettre au crédit de Ole Gunnar Solskjaer. Comme je le disais avant, il a quand même des limites tactiques et techniques, ce coach, mais il n'a jamais été réellement aidé aussi par son board. Parce que finalement, si vous regardez un petit peu les derniers mercatos, sans compter le mercato de cet été, ceux d'avant, on n'a jamais eu l'impression que le board de Manchester United voulait acquérir des joueurs pour remplir une certaine fonction dans un plan de jeu établi par Solskjaer. Et c'est ça qui a toujours manqué du côté d'United. Oui, il y a eu Maguire qui n'a jamais réellement réussi à être le défenseur central qu'on espérait du côté de Manchester United, mais sinon, on a eu l'impression qu'il n'y a eu que des achats de bonnes occasions, des joueurs qui étaient sur le marché des transferts au bon moment, mais dont United n'avait pas réellement besoin. Je peux penser à Alex Telles, je peux penser surtout à Van de Beek. Je trouve que c'est des très bons exemples pour montrer ça. C'est des joueurs que Solskjaer n'a jamais réellement voulu, ça se voit d'ailleurs sur leur utilisation, mais c'est aussi des joueurs qui n'apportaient rien par rapport au projet de Solskjaer avec les Mancuniens. Mais au final, ça arrangeait très bien le board de United de garder un entraîneur comme Solskjaer, parce que Solskjaer, on le sait, c'est un yes man. Il va jamais gueuler, il va jamais venir et s'exprimer dans la presse pour dire que le board ne l'écoute pas et ne répond pas à ses besoins. D'ailleurs, regardons un peu les entraîneurs qu'il y a eu depuis l'ère Ferguson. Le seul entraîneur qui a gagné des titres avec ce Manchester United, c'est José Mourinho et c'est le seul qui l'a ouvert et on sait comment ça s'est terminé. Le board de United ne veut pas ce genre d'entraîneur ou en tout cas ne les voulait pas à la tête de leur équipe ces dernières années. Donc Solskjaer, ça les arrangeait très bien, car on avait un entraîneur qui ne faisait pas beaucoup de bruit et qui arrivait quand même à avoir certains résultats avec cette équipe. Une finale d'Europa League, une 2e place en championnat, c'est pas trop mal au final. Alors oui peut-être, mais jusqu'à cet été, parce que Solskjaer a amené United au plus haut qu'il puisse espérer.
Solskjaer ne sera jamais capable de faire passer cette étape supplémentaire à Manchester United. Et le board mancunien a enfin vraiment fait flamber la carte bleue cet été. Varane, Sancho, Cristiano Ronaldo, c'est quand même pas n'importe qui, excusez-moi du peu. Bah justement, Solskjaer n'est pas capable de gérer une équipe avec autant d'attentes, avec autant de stars. Et là, du coup, cette équipe doit jouer un beau football, un football attractif et doit gagner. Solskjaer, il n'est pas capable de faire tout ça en même temps. C'est pour ça que d'après moi, il aurait dû tirer sa révérence dès cet été. Et dès cet été, on aurait dû aller chercher un meilleur coach du côté de Manchester United. D'ailleurs, parlons-en de la transition entre l'année passée et cette année. Avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, avec les nouvelles obligations que Solskjaer a de faire jouer tel ou tel joueur, on a vraiment vu une grosse différence sur le plan tactique entre le United de l'an passé et le United de cette année. Et ça se remarque surtout sur le fait que United ne sait plus presser à la perte de ballon en phase offensive, c'est-à-dire quand l'équipe adverse récupère le ballon dans sa zone. C'est à ce moment-là où cette équipe doit repartir, va essayer de construire depuis derrière pour essayer de créer potentiellement une contre-attaque. Et on l'a vu cette année, United peut encaisser pas mal de goals dans ce genre de situation, ça s'est notamment vu face à Leicester il n'y a pas si longtemps. Mais pourquoi ça? En fait, il y a un joueur qui est la cause de tout ça, c'est Cristiano Ronaldo. Alors oui, Cristiano Ronaldo met une tonne de buts. Oui, Cristiano Ronaldo a qualifié à lui seul Manchester United en Ligue des Champions cette année. D'accord. Par contre, pour un pressing haut, Cristiano Ronaldo, il ne sert à rien. Au contraire, il dessert. Et je vais essayer de vous expliquer ça de manière assez simple. Cristiano Ronaldo, ou un numéro 9 de manière générale, s'il veut lancer un pressing, il doit venir couper un petit peu les passes entre les deux défenseurs centraux au début de ce pressing. Pourquoi? Parce que ça met de la pression sur le défenseur central qui a le ballon, ça lui coupe déjà une passe et aussi potentiellement ça peut lui couper une passe en retrait car Cristiano Ronaldo pourrait couper pour aller chercher ce genre de ballon. Mais vu qu'il ne fait pas ça, on se retrouve en fait avec un faux pressing car le défenseur qui a le ballon aura toujours la possibilité de trouver une passe. Et ce même si les coéquipiers de Ronaldo viennent presser. Et là, on voit vraiment la différence par rapport à l'an passé, pour 2 points. Premièrement, à la place de Ronaldo, on avait un mec comme Cavani, et on le sait, Cavani il court, Cavani il presse, et ça change énormément de choses. Et c'est lui qui enclenche ce premier pressing. En allant couper les lignes de passe entre les défenseurs centraux, en coupant aussi un petit peu la passe en retrait vers le gardien, ça enclenche le pressing. Et là, tout de suite, ça change énormément de choses. Deuxième point, c'est quand même le placement de Pogba. L'an passé, avec la blessure de Rashford, faut pas l'oublier, Pogba était souvent placé en milieu gauche. Du coup, vu que c'est un joueur qui prend beaucoup moins la profondeur qu'un Rashford, il a plus d'énergie pour presser lui aussi. Il va pouvoir presser de manière plus intensive, plus énergique et donc d'être plus rapidement installé où il faut pour engager ce pressing collectif et aller couper les lignes de passe qu'il faut. Et du coup, voilà comme l'arrivée d'un joueur, aussi extraordinaire soit-il, peut déséquilibrer beaucoup de choses sur certaines phases de jeu. Parce que tout d'un coup, on va créer des espaces pour l'équipe adverse qui peut être capable d'en profiter. Et Dieu sait qu'en Angleterre, il y a des équipes capables de profiter de telles failles. Mais en parlant de pressing, parlons un peu du successeur de Solskjaer à la tête des Red Devils. Parlons de Ralf Rangnick. Si vous ne le connaissez pas, Ralf Rangnick, c'est quasiment l'inventeur du gegenpressing, de ces équipes qui courent énormément, qui essaient de récupérer le ballon le plus vite possible. Il y a même cette règle des 10 secondes. 10 secondes pour récupérer le ballon, 10 secondes pour se créer une occasion. C'est des équipes qui courent énormément. Et comme je viens de le dire, il a un peu créé cette école de pensée du gegenpressing. C'est le précepteur de grands coachs. Klopp, Tourelle, Nagelsmann, excusez-moi du peu. Il a aussi réussi à créer une identité de jeu dans toutes les équipes où il est allé. Il l'a fait du côté d'Hoffenheim, il l'a fait du côté de Leipzig. Mieux que ça, il l'a fait dans toute la filiale Red Bull. C'est lui qui a lancé ce projet Red Bull complètement, en tout cas d'une manière sportive, où chaque équipe de la filiale Red Bull va jouer le même type de jeu. Ce qui va permettre à certains joueurs de passer du petit club au club moyen, au grand club. Ça permet réellement ça, car toutes les équipes de Leipzig jouent le même style de jeu. Mais du coup, pourquoi cette transition un peu abrupte entre Solskjaer et Rangnick? Tout simplement parce qu'on avait toujours l'impression que United, avec Solskjaer, il ne savait pas trop ce qu'il faisait, même si j'ai essayé de vous expliquer avant qu'il savait très bien ce qu'il faisait jusqu'à un certain point. Mais là, cette année, c'était pas le bon choix de le garder. Puis tout d'un coup, quand il vire Solskjaer, ils nous disent on va garder Carrick en intérim, puis on prendra un autre intérimaire jusqu'à la fin de la saison et là on trouvera un coach. On avait toujours l'impression que ce board, tout ce qu'il voulait faire, c'était penser au court terme et éteindre localement certains petits incendies au lieu de voir l'énorme feu qui brûlait derrière.
En fait, avec l'arrivée de Rangnick, on a enfin une bonne idée, on a enfin quelque chose, car ils font venir un bâtisseur. Et vous savez très bien qu'Johan aussi aime bien ce genre de coach. C'est un coach qui va réellement inculquer une identité de jeu à cette équipe, qui va réussir à enfin rendre cette équipe sexy d'un point de vue tactique. Et ça, du coup, pour la Première Ligue, c'est une super bonne nouvelle, car enfin, on l'attendait depuis tellement longtemps, United va de nouveau être sexy à regarder jouer. Mais en plus, il va rester 6 mois, mais après, il va rester en tant que directeur sportif ou consultant, si vous préférez. Mais ça veut dire aussi que Ralf Rangnick va pouvoir préparer l'avenir. Les recrues qu'il va faire venir cet hiver, c'est déjà des recrues pour le prochain coach, car il saura quel coach il voudra faire venir pour continuer à inculquer les mêmes identités de jeu. D'ailleurs, parlons un petit peu des coachs qui pourraient venir remplacer Rangnick à la fin de la saison. Il y en a surtout 2 qui sortent du lot. Il y a évidemment Pochettino et il y a aussi Erik ten Hag. C'est des coachs qui aiment presser. Pochettino, ça se voit peut-être pas des masses du côté de Paris cette saison, mais son Tottenham, il pressait de manière très intelligente. Et on sent, il y a cette petite philosophie Ralf Rangnick derrière. Donc ça pourrait être une très belle passation de pouvoir de Rangnick à Pochettino. Ten Hag, on n'a pas à le présenter, c'est plutôt un coach qui aime le football total, mais qui dit football total dit aussi énormément de pressing, ça pourrait très bien jouer aussi. À voir ce que Rangnick va conseiller, mais en tout cas, tout semble montrer que c'est une super idée d'avoir fait venir le professeur du côté de Manchester United. Mais est-ce que réellement tout semble idéal? Moi en tout cas, j'ai quelques petites interrogations sur l'avenue de Rangnick. Premièrement, comme je vous l'ai montré sur la petite panel tactique, cette équipe ne s'est pas pressée actuellement et cette équipe n'a pas forcément les joueurs pour presser, en tout cas à haute intensité comme Rangnick le veut. Est-ce que réellement Ralf Rangnick sera capable de faire presser Manchester United? Ça, c'est une très grande question. Aussi, on le sait, Rangnick n'a jamais coaché de grandes équipes, n'a jamais coaché de grands joueurs. Est-ce que réellement il va être capable de pousser un Cristiano Ronaldo à presser? Est-ce qu'il va être capable aussi de demander des efforts défensifs à un joueur comme Fernandes? C'est des grosses interrogations et j'ai hâte de voir ça. L'autre point, et j'en ai parlé un peu avant aussi, c'est le fait que le board de United n'aime pas être remis en question. Rangnick, s'il vient, c'est pour avoir les pleins pouvoirs et ça on le sait très bien car c'est toujours ça qu'il a fait. J'espère vraiment que ce board mancunien va laisser les pleins pouvoirs à Ralf Rangnick, car si c'est pas le cas, ça peut très vite partir au clash et tout ce qui va peut-être être construit sur ces 6 prochains mois va être jeté à la poubelle à la fin et ça serait vraiment dommage car quand on a l'idée de faire venir Rangnick, il faut la tenir jusqu'au bout et il faut lui laisser faire car on sait que c'est quelqu'un qui peut réellement faire des choses très belles au sein des différents clubs où il est passé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de Manchester United. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ces petits points tactiques vous ont aussi plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez du bilan de Solskjaer à la tête de Manchester United et aussi si vous êtes content de voir Ralf Rangnick arriver sur le banc des Red Devils. En tout cas, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!